Maintenant, on va passer à une deuxième table ronde parce que cette révolution à Romainville qui donne envie, cette expérimentation qui donne envie de manière chiffrée, mais aussi, on le voit, de manière humaine, comment est-ce qu'on va la répliquer et comment est-ce qu'on va monter en gamme, changer d'échelle. C'est le fameux aller voir plus grand et aller plus loin. Du coup, je voudrais appeler pour la deuxième table ronde, donc on va passer de l'expérimentation à un changement d'échelle, Isabelle Bretonnier, dont on a beaucoup entendu parler, qui est diététicienne et présidente de la SIC, Nourrir l'avenir. Jean-Marc Mouillac, qui est cuisinier du département de la Dordogne, qui est en train d'être interviewé et qui, lui, met en place aussi l'expérimentation en Dordogne. Cher Jaded, vous êtes philosophe et co-auteur d'un livre, Plat de résistance, soigner les cantines pour réparer le monde, qui est disponible sur les tables à l'extérieur. Véronique Chable, chercheure à l'INRAE, spécialisée dans les semences paysannes et l'agriculture paysanne. Vous avez également écrit un livre, ça s'appelle La graine de mon assiette. Et Hélène Falise, qui va arriver, qui est là, qui est maraîchère vers Nemours, d'une exploitation de 14 hectares. Vous avez vos noms sur les chaises. Je vous laisse vous installer. Ça, c'est Véronique ici. Non. Deuxième table ronde. Alors, le passage à l'échelle, essaimé, on a vu que tout ça, en fait, avait reposé sur une mobilisation citoyenne avant toute chose. Est-ce qu'Isabelle, vous voulez nous dire un mot là-dessus, parce que c'est par tout ça que ça démarre. L'expérimentation citoyenne, l'expérimentation démarre par la mobilisation citoyenne. Il faut des gens engagés. Et est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu ce cheminement ? Merci Laure. C'est pas sans émotion qu'on est là aujourd'hui. Donc voilà, une mobilisation citoyenne. Voilà, pendant le collectif Pas d'usine en cuisine, il est né il y a 10 ans, en 2012, dans une autre ville, pas très loin d'ici, avec aussi un mode de fonctionnement de cuisine centrale, avec une société de restauration collective privée. Et puis, mobilisation citoyenne parce que vous mettez un enfant au monde, vous avez des valeurs, des fondamentaux. Et puis, cet enfant, lorsqu'il est en contact avec une collectivité qui a une offre alimentaire qui ne coche pas les cases de vos fondamentaux, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le premier des constats, en fait, c'est cette opacité et cette difficulté d'obtenir des renseignements sur ce qu'il y a-t-il dans l'assiette, où ça a poussé. Et surtout, après, quand on gratte, de savoir un petit peu ces substances délétères à la santé, à l'environnement. Et là, c'est un constat, mais qui est vraiment un choc. Donc, c'est intenable, c'est insoutenable. Et après, le travail, c'est de fédérer les parents. Donc c'est pas évident, c'est beaucoup de bénévolat, c'est beaucoup de temps, mais c'est aussi des rencontres extraordinaires. C'est la puissance d'un collectif humain que j'ai retrouvé après dans un autre collectif, Les Pieds dans le Plat. Et ça, c'est vraiment, je souhaite à tout le monde de vivre en fait ces relations humaines, de militantisme, de combat contre ces grands lobbies qui vont nous faire péter la planète, et qui empoisonnent nos enfants. Là, on va parler de l'essaimage, c'est-à-dire comment on peut répliquer et monter en puissance. Effectivement, à Romainville, on est sur une école avec 320 repas jour pour l'instant. Ça va se déployer dans le temps, sur une dizaine d'années. Mais on est monté aussi en puissance avec l'expérimentation qui est en Dordogne actuellement. Est-ce que Jean-Marc, vous voulez nous en parler un petit peu, nous donner le contexte, les éléments de contexte de cette expérimentation ? Combien de collèges ça concerne, combien de repas, où est-ce qu'on est exactement ? Nous, on n'expérimente pas, on fait. On a arrêté l'expérimentation.
Là, pour l'instant, on est à 10 collèges en 100% bio. Je vous ai mis des cartons d'invitation, ceux qui veulent venir, parce que sur le 10e, on bat un petit record, parce qu'à chaque fois, il faut tout le temps prouver à des petits syndicats qui considèrent que mettre du bio et manger sainement, ça ne serait pas pour tous. Donc, j'ai mis des petits cartons. Ceux qui veulent venir à Brantôme, c'est la Venise du Périgord. On sera au 10e collège 100% bio. On a atteint un pourcentage de local de 81%. Et sur la maîtrise du coût, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Aurélie, je crois qu'on est à 1,90, 1,88. Donc voilà. Donc à chaque fois, il faut prouver. Donc moi, depuis 15 ans, depuis la première école, je savais qu'on pouvait le faire. On peut le faire partout et à grande échelle, très très vite, si à chaque fois, comme l'avait François de Chic, quand il y a un positionnement politique, mais comme en Dordogne, il y avait Germinal Perrault qui, tout de suite, après avoir fait le premier, a dit « Allez, c'est parti, on les fait tous ». Donc dès qu'il y a un positionnement politique et des personnes engagées, parce que forcément il faut des personnes engagées pour y aller, et donc pour ça le collectif est pas mal, je vous le conseille. Et je vais revenir sur un point. Nous en Dordogne, eh bien, on a planifié beaucoup de choses, mais ce qu'on n'a pas planifié, c'est la terre qu'on a. On a une terre qui doit être sur 50 à 40 cm, et puis ça Véronique pourra en parler, qui est cultivable. Tandis que vous, sur la ceinture maraîchère autour de Paris, c'est des fois, à des endroits, c'est presque 6 mètres. Vous avez les meilleurs sols qui sont tout autour, parce que ça, depuis des millénaires, vous avez un sol qui est riche comme tout. Il suffit juste que derrière, il y ait une vraie politique qui soit posée, et du légume, ça va en cracher. Il n'y a pas de problème. Par contre, là-dessus, c'est là où moi, j'ai un faible pour cette dame, qui est Véronique Chable, c'est que cracher du légume, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut mettre du vivant. Et donc, nous, en Dordogne, dans les marchés publics, je ne sais pas, nous, on essaye juste d'être un modèle face à tout un positionnement qui est dit, des beaux mots, comme le développement durable. Donc, si on veut que ça soit un développement durable, si on veut faire de la sobriété quelque chose, il faut absolument redevenir propriétaire de ces semences. Donc nous, dans nos marchés, on fait au maximum de mettre des semences paysannes pour que nos paysans puissent faire repousser de l'année suivante des choses qui soient du vivant. Et après, on pourra parler de diversité, on pourra parler d'une véritable écologie et d'une vraie histoire. Jean-Marc, avant d'aller sur les semences paysannes, est-ce que c'est possible de nous dire comment on identifie, enfin, quels sont les besoins qu'on identifie sur le terrain dès lors qu'on veut passer à l'acte? D'abord, nous, pour les collèges, ça a été un positionnement politique. C'est le premier acte qui est. Et après, sur le terrain, des experts, vous voyez, il y en a à peu près partout. Je crois qu'il y a un département, je ne vais pas le citer, qui est prêt à embaucher une des personnes du collectif Les Pénales Plats. À Romainville, on a partagé quelque chose et on a découvert que la solution, elle allait se faire toute seule. Ils ont Samuel et toute une équipe qui est formée. Les 13 sites pourront s'échanger des passages réguliers et maintenant, ils vont s'auto-former entre eux. Nous, on n'est pas une SCIC pour devenir comme ceux qu'on combat. Nous, on est une SCIC où on veut faire avancer pour les générations futures. Donc ça peut aller très très vite. Après la planification au niveau agricole, nous on travaille avec le groupement d'agriculteurs bio de la Dordogne qui s'appelle AgroBio Périgord, mais on travaille avec la Maison des Paysans. Je veux dire, on a mis ensemble tous les acteurs qui veulent aller vers une transformation. Je veux dire, on ne peut pas passer nos journées et tout notre temps à entendre les radios, les télés, nous parler d'environnement tous les jours et pas agir radicalement. Quand Mouillac, il y a 10 ans, disait le mot radical, eh bien, on me rabaissait, on me disait « ouais, toi, tu es trop engagé », tout ça. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de politiques qui parlent de radicalité, j'entends beaucoup de gens. Et aujourd'hui, je pense que radicalement, il faut aller très vite parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans le changement climatique, les problèmes d'eau, tout ça, qui font qu'il faut qu'on aille très vite. Et c'est pour ça que je reviendrai à chaque fois sur les semences paysannes, même si vous voulez m'amener ailleurs. C'est parce que les changements d'eau, là... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à couvrir. Ben oui, mais nous disent immédiatement que c'est pas la bio-industrielle et le greenwashing qui va résoudre les problèmes qu'on a. Et il n'y a que les semences paysannes, de mettre du vivant.
de remettre du vivant. Nous, on est en train de remettre des races anciennes aussi au niveau des viandes, mais c'est très compliqué parce qu'il y en a qui ont disparu. Donc nous, on remet de la basadaise et on va essayer de rentrer la basadaise dans les collèges de Dordogne parce que voilà, c'était la vache qu'il y avait autrefois là. Et la Holstein, je veux dire, c'est des gens qui sont endettés et qu'on retrouve au RSA. Donc on les subventionne pour construire le hangar, on les subventionne après pour toucher le RSA, et après on voit des gens dans la douleur et on s'entrechoque entre nous. Est-ce que vous voulez nous parler quand même, s'il vous plaît, de la formation des semences paysannes? De la formation. De la formation et de l'accompagnement qui s'étale sur plusieurs strates, il y a plusieurs moments de formation. Donc nous, tout le collectif, on a été formé par l'État au moment du Grenelle de l'environnement. Et nous, on était une bande d'engagés quand on s'est rencontrés avec ces diététiciennes et tous ces moments partagés. Que faire de la formation one shot, venir un jour, sortir la Bible du grand cuisinier et dire il faut faire comme ci, comme ça, et puis c'est moi qui ai raison, ça ne marche pas. Et nous, ce qu'on a mis en place, ça s'appelle l'immersion, pour que vraiment on aille cuisiner du lundi au vendredi, pour que vraiment du lundi au vendredi, on va pouvoir suivre la saisonnalité et faire adapter la saisonnalité à tout un module de recettes qu'on a écrit avec tous les copains du collectif et les copines, où là-dedans, on s'est toujours adapté à la saisonnalité, toujours dans des moments difficiles, quels que soient les moments climatiques qui ont été, on a toujours réussi à trouver une astuce parce qu'on a partagé ces techniques culinaires. Et que depuis 30 ans, on a amené les cuisiniers de restauration collective à tuer des bactéries qu'ils ne voyaient pas. Ils voyaient des étiquettes avec des produits chimiques écrits, mais ils ne les lisaient pas. Et donc un jour, il y a quelque temps, on s'est mis à lire un peu les étiquettes et on s'est dit, c'est pas possible d'être nous, surtout dans certains endroits, mais partout, tous les cuisiniers ont envie de manger sainement. Et aucun cuisinier n'a envie de créer une crise sanitaire et d'empoisonner des enfants. J'ai eu le cas hier pour le clafoutis, on m'a demandé, mais tu laisses les noyaux dans les cerises? Mais je lui dis, je ne connais pas d'enfant qui a envie de se suicider, j'en ai pas. C'est vraiment à l'âge d'adulte, à l'âge de l'adolescence que ce monde commence à nous faire peur et on peut engendrer des choses. Quand on est en primaire et maternelle, la problématique, c'est nous qu'on va la leur donner. J'ai jamais vu un enfant qui avait peur d'une aubergine, d'une courgette à la naissance. C'est nous qu'on va leur donner cette phobie. Et donc, la formation, c'est un décloisonnement. Et c'est, moi, je suis formateur grâce à Pascal Lachaud, grâce à Jean-Jacques Guerrier, grâce à Nicolas Lamstaès, grâce à Séverine Quencé. Ils sont tous derrière, là-bas, Philippe Henné, ils sont tous là. Avant l'immersion, on fait aussi des jours de préparation qu'on appelle au module de base en fait. Et c'est vrai que dans la société, bien souvent, personne ne sait ce que c'est que le GIEC. Moi, je commence toujours mes formations par poser une question, une anecdote. Il y a un an, jour pour jour, oui, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir vu Will Smith monter sur scène et mettre une baffe à Chris Rock lors d'une cérémonie des Césars? Et là, des Oscars, pardon. Et là, il y a 90% des gens qui lèvent la main. Et en fait, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un an, jour pour jour, le même jour, il faisait plus de 20 degrés supérieurs à la normale au pôle antarctique et au pôle arctique. Et là, personne ne lève la main. Et on voit bien que là, on a quand même un devoir de sensibiliser les gens parce que les médias ne le font pas. Donc il y a une grosse sensibilisation à tous ces grands enjeux-là. Mais après, voilà, on leur donne pas des idées très noires pour aller se suicider et pleurer tous ensemble. Après, le but, c'est quand même aussi de leur montrer qu'on peut agir et que l'alimentation, c'est un levier extrêmement fort pour inverser la tendance. Donc on rassure. Et la restauration collective, c'est... tu l'as dit Laure tout à l'heure, c'est 10 millions de repas par jour et c'est 4 milliards de repas par an. Donc c'est un levier extraordinaire pour aussi agir contre ces dérèglements climatiques et ce déclin de la biodiversité.
Et puis après, on fait beaucoup de politique aussi. On leur apprend, grâce à des outils de bioconsommateurs, notamment, bioconsommateurs est là dans la salle, de faire un petit peu une étude de toute cette jungle des labels qui est vraiment manipulée par les lobbies. Donc on fait beaucoup de politique en fait. On parle beaucoup de politique. Et puis après, voilà, des enjeux de la nutrition, de la valeur du bio. Tout le monde est persuadé qu'en fait, un aliment bio n'est pas supérieur à la normale en valeur nutritionnelle, mais c'est archi faux. Donc les protéines végétales, les menus. Et ça, ces jours-là, ça prépare aussi à l'immersion. On va découvrir ensemble les ingrédients de la transition. On va découvrir en technique culinaire des modes particuliers de cuisson basse température, cuisson longue. Ça prépare à l'immersion. Et après, quand on est en immersion en production réelle, c'est ce qu'a dit Jean-Marc, ce qu'a développé Jean-Marc tout à l'heure. En fait, finalement, on déconstruit, on déforme les formations qui ont été faites et on complète en essayant de diversifier, de s'amuser, de créer. Oui, s'amuser beaucoup. Et on essaye de développer de plus en plus des outils d'éducation populaire pour ne pas être en mode descendant, comme ça, en sachant. On est beaucoup dans le partage. Et à chaque formation, de toute façon, on apprend aussi beaucoup des stagiaires. C'est un partage permanent. Vous formez aussi des élus ? Oui, ça m'est arrivé. Et j'ai formé des élus. Alors, en fait, j'ai parlé de pas d'usine en cuisine. Et c'est vrai que pour les parents, toutes les personnes qui sont sensibilisées à ces enjeux-là, parce que dans mon collectif Pas d'usine en cuisine, c'est environ 350 adresses mail. Nous avons remporté en 2016 le premier prix des cantines rebelles par l'association Un Plus Bio. Donc on a fait un petit peu de boucan, on a été médiatisé. Je viens de voir entrer une copine d'un autre collectif avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pour la ville d'Aubervilliers. En fait, Pas d'usine en cuisine, après, a fait des petits. On s'est coordonné avec d'autres collectifs et nous avons monté le collectif Interville pour des enfants heureux à table, le CIV. Et nous avons constitué des commissions restauration où on avait enfin la parole communale, à l'échelle communale, puis à l'échelle intercommunale au sein du CIRESCO. Et c'était quoi la question ? Vous formiez des élus. Oui. Est-ce que vous arrivez à tous les former ? Est-ce qu'ils sont convaincus ? Est-ce qu'il y en a qui résistent ? Quel est le niveau de résistance à ce niveau-là ? Ce qui est terrible, c'est qu'en période municipale, c'est ça que je voulais dire, c'est là qu'on a beaucoup de pouvoir, les parents. Donc en période de campagne municipale, moi je suis allée voir François Dechy, comme tous les candidats à la ville de Romainville, et les autres collectifs ont fait de même, comme ça, et on leur a transmis une charte. Et est-ce que si on vote pour vous, est-ce que vous mettrez en œuvre une restauration collective réellement vertueuse ? François, il a signé en moins d'1 heure. Ils n'ont pas tous dit oui parce que ils avaient tous vos votes ? Non, il y en a qui n'ont pas dit oui. Mais effectivement, François a signé très très vite et après on a mis en œuvre très très vite après les élections. Mais sachez que dans cette période d'élections municipales, je vous jure que c'est vrai, j'ai formé des élus Europe Écologie Les Verts, il y en avait qui n'avaient jamais entendu parler du GIEC. Ah, ça va pas nous filer la pêche, ça. Bon, mais dans un département, il n'y a pas forcément dans un département, parce qu'il y a aussi les gestionnaires qu'il faut former, j'imagine. Oui. Et là, je viens d'en voir rentrer un exceptionnel. Bonjour, monsieur Delorgeril. Donc, effectivement, dans les gestionnaires, on voit de tout. On voit des compétences extraordinaires administratives à qui des fois il manque un petit accompagnement pour être dans la pertinence au niveau des attentes climatiques, sociétales et d'une offre alimentaire vertueuse. Et puis c'est vrai qu'on a d'autres gestionnaires qui finalement ne sont pas convaincus eux-mêmes du bien fondé d'avoir toute cette offre alimentaire que l'on vient de décrire. Donc ça, c'est Jean-Marc aussi pourrait beaucoup y répondre ça au niveau des collèges, les relations qu'il peut y avoir avec les gestionnaires de collèges, par exemple. Comment les convaincre et comment les rassembler tous ? Je pense que Cécile pourra en parler après, mais il y a en Dordogne, on a mis tout un potentiel derrière ça. Je veux dire, il y a 2 personnes qui les accompagnent régulièrement. C'est Aurélie Benazé sur la partie diététique et l'accompagnement des marchés, et un autre personnage, Frédéric Ramos.
et qui les rassure et qui les accompagne. Et puis, quand on en a fait 10, qu'il y a la maîtrise du coût, là, je sais que hier, à Ille-et-Vilaine, il est parti 3 gestionnaires de Dordogne pour aller convaincre les 57 gestionnaires. Donc maintenant, je veux dire... c'est la preuve par l'exemple, en fait. Ben oui, et il faut arrêter de dire c'est pas possible là, c'est possible partout. Il suffit juste volonté politique et après les accompagner, quoi. C'est possible partout et mettre des moyens dans l'agriculture. Je veux dire, s'il n'y a pas de moyens qui sont mis sur l'agriculture, si on ne casse pas cette PAC qui sert le champagne au Fleury-Michon, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment mettre ça. Et puis, nous, on va plus loin. On parle de tous les citoyens. Et nous, on veut une sécurité sociale de l'alimentation. J'espère, les copains, il faut. Ouais. Vous parlez de révolutionner également un peu les modes agricoles, la politique agricole en France. Donc là, on arrive sur les questions de semences paysannes. Véronique, est-ce que vous pouvez nous dire déjà en quoi ça consiste, ces semences paysannes, et en quoi ça se distingue de la bio-industrielle qui pourtant rentrerait dans la loi Egalim, par exemple. Et là, on est vraiment sur un vrai choix politique. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ça ? En fait, la réémergence des semences paysannes, c'est le retour d'une tradition de l'agriculture depuis sa naissance, c'est-à-dire depuis 10 000 ans, l'agriculteur a toujours fait ses semences et avec les collectivités qui ont fait les civilisations et la culture locale, on a sélectionné des végétaux pour des territoires. Et c'est au moment de l'industrialisation de l'agriculture on a changé le regard sur les semences pour les adapter à une vision industrielle, à une standardisation des produits. Et à partir de ce moment-là, au milieu du siècle dernier, elles ont changé totalement de nature, alors que la semence paysanne, c'est des populations de plantes où chaque plante est génétiquement différente de sa voisine. La semence industrielle est conçue pour être stable et homogène, où toutes les plantes sont génétiquement homogène. Et donc il y a des scientifiques même au début du siècle qui se sont inquiétés de ce qu'on faisait parce qu'on créait, on mettait dans la nature des choses qui n'avaient jamais existé avant. Et donc pour consolider ce modèle industriel, on a créé un nouveau métier qui est le sélectionneur et le vendeur de semences et des réglementations nouvelles dont la réglementation du catalogue, comme quoi toute semence commercialisée depuis 1949 doit être obligatoirement inscrite à un catalogue et ce catalogue a été nourri par les sélectionneurs, y compris ceux de mon institution, dont le premier département de recherche était l'amélioration des plantes pour mettre en place ce paradigme. Donc le retour de la semence paysanne est arrivé dans les années 2000, au moment où la réglementation européenne commençait à réglementer la bio. Et la bio était censée utiliser des semences biologiques. Et à l'époque, il y a certains paysans, dont Bertrand Lassaigne, qu'on connaît en Dordogne, se sont posé la question, mais des semences biologiques, mais avec quelle variété ? On ne va quand même pas prendre celle du monde industriel. Et il y a une poignée d'agriculteurs, de paysans en France, où on a créé le réseau Semences Paysannes en 2003, ont travaillé pour remettre en place ces semences paysannes qui ont beaucoup d'avantages, parce qu'il y a un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est le micro-organisme. Et quand l'agriculture biologique est née au début du siècle dernier, les pionniers se sont inquiétés de la vie des sols, la qualité des sols. Et qu'est-ce qui fait la vie des sols ? C'est leur qualité microbiologique. Et la semence paysanne fait partie des éléments du vivant, et c'est en ça qu'elles sont vivantes, c'est qu'elles stimulent aussi la vie du sol. Leur hérédité, c'est pas seulement de la génétique, c'est de la génétique plus des micro-organismes, plus de l'épigénétique. En fait, c'est un ensemble qu'elles transmettent, et donc il y a une qualité supplémentaire au niveau de la semence paysanne, c'est la qualité microbiologique, quoi. Et la plante fait le sol, et donc pour vraiment faire de la bio aujourd'hui, c'est-à-dire dépasser les barrières qu'on se dit aujourd'hui, des limites de l'efficacité de la bio, si on ne passe pas par les semences paysannes, on va être limité par la semence industrielle stable et homogène qui est complètement incompatible avec un esprit d'agriculture biologique. Voilà, il faut du vivant. Si j'ai résumé très rapidement l'histoire. Mais alors, quand on en vient à vouloir fournir des cantines et la totalité de la restauration collective avec les semences paysannes, comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Parce que est-ce que tous les paysans sont volontaires pour ça ? Partout sur les territoires, maintenant, il y a des associations semences, il y a des maisons de semences paysannes qui demandent qu'à former
d'autres agriculteurs pour développer ces semences paysannes. Parce que ce qu'on a perdu les semences, mais on a perdu les savoirs aussi. J'allais vous demander, est-ce que c'est plus de travail? Est-ce que ça demande aux agriculteurs de redéfinir un petit peu leur façon de travailler? Ceux qui maîtrisent le sujet, ça rentre très bien dans leur processus de travail. Le problème, c'est l'acquisition réacquisition des savoirs, donc ça se passe toujours en collectif, d'où l'intérêt des maisons paysannes pour partager et les savoirs et le matériel, parce que la semence, ça se travaille. Et donc, mais bon, on a des municipalités aussi qui œuvrent dans ce sens. Nous, la ville de Rennes, là, on va signer la semaine prochaine pour la maison des semences paysannes va bénéficier d'un corps de ferme sur le territoire de la ville de Rennes pour être plus visible et pouvoir plus accueillir et dispenser les savoirs, quoi. Et donc, il y a des maisons de semences paysannes aussi à Roscoff, à Brest. Et donc, c'est le développement des maisons de semences paysannes qui maintenant va jouer ce rôle de relais. Voilà. Alors, on a avec nous une maraîchère, Hélène Falise. Vous êtes cofondatrice du village potager. Vous êtes près de Nemours sur une exploitation de 14 hectares et vous faites plusieurs dizaines de variétés de légumes. On fait 160 variétés de légumes à l'année. Bravo. Est-ce que... Et on vous a invité parce que là où c'est important, c'est de savoir un petit peu, quand on est dans les tunnels et sur les planches et dans les champs, de quoi est-ce qu'on a besoin quand il s'agit d'aller fournir des cantines et la restauration collective en général. Pour vous, de votre côté, qu'est-ce qui se passe ? Alors nous, on a une grosse ferme, hein, on cultive sur 14 hectares, donc on produit environ 200 tonnes de légumes à l'année, donc 160 variétés. Alors pour fournir la restauration collective, il y a plusieurs sujets, plusieurs enjeux. Le premier, c'est la flexibilité, parce que nous, on est tributaire de la météo, on est tributaire du climat, on est tributaire aussi des aléas, des ravageurs. Voilà, donc moi, je ne peux pas m'engager que j'aurai des courgettes, même pendant la saison, des courgettes, de temps en temps, il n'y en a pas. Parce qu'il y a eu un aléa. On parlait des tomates tout à l'heure, donc ça va bientôt être la saison des tomates en Île-de-France. Je vais pouvoir en fournir a priori pendant 4 mois, mais de temps en temps, il y a des canicules. Et quand il y a une canicule, mes fleurs de tomates, elles fondent. Et dans ce cas-là, moi, j'ai plus de tomates pendant une semaine. Et donc, je suis obligée d'attendre que la canicule s'arrête et que mes fleurs de tomates reviennent et du coup que la tomate se reforme. Voilà, premier enjeu de la flexibilité. Deuxième sujet, c'est l'anticipation. Nous, ça c'est sur un temps long, hein, l'agriculture. Là, dans 2 semaines, je vais planter mes poireaux. J'ai acheté mes semences de poireaux en janvier. Vos semences paysannes? Presque, okay. Presque. Oui, en partie. Parce qu'on a on multiplie plusieurs fournisseurs. Voilà, donc en janvier 2023, je me suis posé la question, tiens, combien de poireaux je vais produire pour la période de novembre 2023 à avril 2024. Voilà, donc j'ai besoin, donc je vais voir mes clients en disant combien tu veux de poireaux. Donc il faut qu'ils puissent me répondre presque 1 an à l'avance des volumes. Voilà, parce que moi c'est sécurisant pour moi évidemment de pouvoir planter le bon volume, ni trop peu ni trop plus, quoi. Voilà, donc l'anticipation. Beaucoup d'anticipation, de préparation, de flexibilité, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas ce qu'il faut, que les cuisines en face puissent s'adapter. Tout à fait. C'est ce à quoi vous formez également les cuisiniers, c'est une forme de flexibilité. Oui. Alors nous, on essaie. Voilà, je pense c'est important de venir à la ferme pour bien comprendre en fait ces questions à la fois d'anticipation et de flexibilité. Et le troisième sujet, je rejoins ce qui s'est dit à la première table ronde, c'est la structuration des filières. Donc nous, on a une partie de notre production qui part à travers la COP, Bio d'Île-de-France, et une partie qu'on livre en direct. Et c'est vrai que notre deuxième métier, c'est la logistique. Et alors que c'est pas vraiment notre métier, quoi. C'est vraiment, mais ça nous prend énormément d'énergie, de temps, et puis on n'est pas vraiment formé pour ça. Hein. Nous, on est plus formé pour cultiver. Voilà, donc on ressent que c'est pas facile. Parce qu'il y a des kilomètres, parce qu'il y a des enjeux de délai. Voilà, donc c'est un sujet sur lequel on a besoin que les filières se structurent. Et puis il n'y a pas un enjeu de coût également, c'est-à-dire que la restauration collective veut travailler à coût constant, et donc vous devez être compétitif finalement par rapport à d'autres denrées et d'autres modes de production.
Oui, alors ça, c'est aussi le nerf de la guerre, hein, le prix. C'est vrai qu'en bio, les coûts de production sont plus importants qu'en conventionnel. Hein. En bio, il y a beaucoup de travail à la main. Donc on a des équipes assez importantes. Le désherbage, la plantation, la récolte, il y a beaucoup de choses qui se font à la main. Donc tout ça se ressent sur le prix. Alors c'est important dans un cadre d'autonomie alimentaire d'un territoire, c'est important dans le cadre de fournir du travail et de développement territorial. Et il faut qu'on arrive à faire le grand écart entre ce prix et puis évidemment les demandes des collectivités et des consommateurs d'avoir un prix juste et de pouvoir se nourrir à un prix raisonnable. Oui, Jean-Marc. Juste pour rebondir là-dessus, pour le prix, c'est là où ça c'est que les gestionnaires ou les banquiers qui pensent à ça, parce que si on remet de la diversité, donc 160, de la restauration collective, c'est 12 fruits et légumes par an. Hein. Ils ne mettent pas plus, hein. Les cuisines centrales, c'est 12 fruits et légumes. Si on en met 70 et qu'on arrive et qu'on s'adapte à la saisonnalité, on maîtrise le coût, tout le temps. Mais on cuisine. Si on fait 100% fait maison, on maîtrise le coût. Mais comme on a détruit tous les outils et qu'on a détruit le monde agricole, c'est sûr que là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut tout reconstruire. Et donc, nous, on a commencé. J'espère que vous allez nous suivre. Alors, rappelons-nous ce qui a été dit à la première table ronde. En fait, le coût denrée, c'est que 20% du coût total du repas aussi. Il y a aussi il faut aussi plus de producteurs et de petites exploitations. Or, on a un petit problème de main-d'œuvre dans ce domaine-là. Quels sont les leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour redonner envie de faire ce métier et de faire petit pour aller plus grand? Ça, c'est un vaste sujet. C'est vrai qu'il y a un gros enjeu de revaloriser ce métier de maraîcher, de producteur de légumes. Nous, on est aussi un écolieu et on adore accueillir du public. Donc, on accueille des entreprises et bientôt des enfants. Et à chaque fois, je remarque à quel point c'est hyper important, à la fois pour les gens qui visitent. Et à chaque fois, il y a un impact incroyable en fait de visiter les champs, de mettre les mains dans la terre, de comprendre d'où la nourriture vient. Et c'est hyper important aussi pour les maraîchers de pouvoir montrer un peu leur lieu de travail, de pouvoir montrer la façon dont ils cultivent. Et voilà, donc il y a un aspect de revalorisation, de mieux connaître ce métier de maraîcher, de rapprocher le champ et l'assiette, et les producteurs des mangeurs. Et puis il y a aussi une question de rémunération aussi. Hein. C'est des métiers qui sont difficiles. C'est des métiers qui sont peu rémunérés. Les premières études économiques, quand on s'est lancé, nous, il y a 5 ans, c'est un maraîcher bio débutant. Il travaille 50, 60, 70 heures par semaine pendant la pleine saison et il a du mal à dégager, il a du mal à se dégager un SMIC. Donc voilà, il y a tout un enjeu de revaloriser aussi ce métier et de trouver des leviers pour que les maraîchers puissent aussi être mieux rémunérés, pouvoir partir en vacances, par exemple. Et donc, c'est tous ces sujets. Il y a un peu une révolution aussi du métier agricole à imaginer. Même si on n'a que 20% de coûts matière, que la question du coût est annexe par rapport à cette révolution, quand même, il y a des leviers pour aller chercher des financements. Sur quels leviers on peut s'appuyer, d'après les expériences que vous avez, que ce soit au département ou à Romainville? Je demande à Jean-Marc ou à Isabelle ou à Serge après. Mais les leviers, c'est sur les aides publiques. Les leviers, les premiers. Les maraîchers, ils sont très peu endettés. Ils ont des petits salaires, mais dans les banques, où c'est très compliqué, c'est l'élevage. L'élevage est très endetté sur les banques, et donc on paye 2 à 3 fois. L'argent public est payé 2 à 3 fois. Et qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, derrière, il y a un RSA qui est resservi en plus. Donc je veux dire, pour moi, le maraîchage, c'est juste une histoire encore de volonté politique, de mettre sur ce temps de travail qui est énorme et qui est épuisant et éreintant,
Moi, tous les maraîchers que je connais depuis que je bosse, je vois bien. Et les retraites aux femmes. Je veux dire, la honte que c'est, quoi. Donc là-dessus, nous, pareil, je sais que Germinal a fait un travail extraordinaire là-dessus quand il était député. Germinal Perrault, oui. Qui est le président du département de la Dordogne, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui... mais qui entend ma voix, des fois, dans le ciel. Mais là-dessus, les aides... Germinal a déplacé certains curseurs d'aide vers la bio, mais à son échelle départementale, et parce qu'il a réussi à garder les compétences agricoles. Et il a mis le cuisinier qu'il a recruté au service agriculture. Ah. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas forcément prévu, Cécile. Mais voilà, j'ai atterri là, mais il n'y a rien de mieux. Dans chaque département de France, il faudrait un cuisinier au service agriculture de chaque département et qui soit en lien avec les agents techniques qui versent le RSA. Parce qu'il serait exactement les filières qui doivent aider à distribuer dans la restauration collective. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites en 2 coups de cuillère à peau. Partout sur la France, il y a des formidables techniciens en cuisine qui pourraient se rapprocher des services agricoles. Mais pour ça, je veux dire, il fallait cette innovation qui a été faite par un politique. Sinon, les aides, après, moi, je ne vois pas. Ouais, il y a des dispositifs européens. C'est vrai qu'il faut, c'est une vraie compétence professionnelle d'être toujours en veille pour savoir ce qu'il peut exister en termes d'aide au financement. Il y a eu le plan de relance, certaines petites communes ont pu bénéficier de ça, maintenant c'est terminé. Aujourd'hui, il y a les PAT, plans alimentaires territoriaux, qui sont des fois des vraies ressources pour obtenir des financements. J'ai suivi d'autres communes qui ont des financements européens, mais alors ça nécessite pareil une compétence administrative assez aiguisée pour pouvoir obtenir, mais bon, on y arrive quand même. Et dernièrement, j'ai accompagné un collège. Le gestionnaire m'appelle en disant voilà, moi je veux aller plus loin, j'ai une équipe formidable dans mon collège, je veux faire le diagnostic, les 3 jours modules de base, mais on n'aura jamais le financement du département, c'est sûr. Et bien, il a pris sur sa trésorerie du collège, la trésorerie personnelle au collège. Donc voilà, on impose une transition alimentaire en restauration collective et malheureusement, c'est vrai qu'il n'y a pas les moyens derrière pour accéder à la formation. Mais c'est une vraie compétence pour chercher des aides. Serge Haddad, vous êtes co-auteur de Plats de résistance, soigner les cantines pour réparer le monde, avec Germinal Perrault, dont on parle depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez des pistes un peu concrètes à nous donner, enfin à donner à ceux qui voudraient essaimer ce genre de modèle et se faire aider aussi par la puissance publique ? Alors moi je crois que c'est la première chose qui a été évoquée déjà, mais qui est essentielle, c'est la volonté politique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que si on veut que ça fonctionne, c'est un ensemble. On n'a pas simplement la cantine qui est pointée et qui est en question. Il y a le système agricole qui est autour. Il y a la logistique qui permet de faire le contact entre l'agriculture et les cantines, et que dans tous ces domaines, il faut de la formation. C'est-à-dire que ça a été bien expliqué, hein, que l'agriculture paysanne en bio, ça demande plus de compétences. Donc il faut accompagner ça. Alors qu'est-ce qu'il est possible de faire pour que ça avance ? Eh bien, avec cette volonté politique, quand elle est forte, quand elle est affirmée, quand elle est non seulement déclarée, mais mise en œuvre, parce qu'on a souvent des décalages entre la déclaration et la réalisation, quand elle est réellement mise en œuvre, elle a un levier extraordinaire, ça s'appelle la commande publique. C'est-à-dire qu'on peut tout d'un coup inverser notre système. Je vais dire un gros mot, on est dans un système capitaliste, c'est-à-dire qui fonctionne avec le système de l'offre et de la demande. Je dis bien de l'offre et de la demande, c'est-à-dire on commence par l'offre, c'est-à-dire il va falloir produire le plus possible et puis on va espérer vendre. Là, tout est inversé. On va faire en sorte que la demande publique va être le levier pour faire travailler. Et je crois que Germinal n'est pas là cet après-midi, c'est bien dommage, mais il aurait expliqué comment le point de départ, sa préoccupation, c'était une préoccupation agricole. C'est-à-dire comment faire en sorte que les paysans restent sur leur terre.
et ne soient pas broyés par ce système industrialisé qui fait qu'aujourd'hui, on n'a même plus 400 000 paysans en France, alors qu'en 86, on en avait encore 1,6 million. Et quand la Confédération paysanne dit qu'il faut 1 million d'agriculteurs en plus sur notre territoire, il faut l'écouter. Ils ont raison. Et pour ça, eh bien, il faut planter un coin dans le système capitaliste. Et moi, ce qui m'a impressionné dans cette histoire de cantine en Dordogne, parce que quand je suis arrivé, quand on m'a proposé d'écrire là-dessus, j'étais complètement néophyte. C'est Jean-Marc qui m'a tout appris. Mais ce qui m'a impressionné, c'est comment une petite chose qui semble petite, la cantine, bon, voilà, on a tous des souvenirs de cantine, enfin moi j'en ai, il commence à être ancien maintenant, vu mon âge, mais ça me semble une petite chose, et tout d'un coup, on tire un fil, et c'est la pelote entière, c'est l'univers qui se déroule devant nous. Et en particulier, c'est le choix de société. On a un choix de société qui a été fait, de tout uniformiser par le système industriel, alors que Véronique nous a bien expliqué que la vie, le vivant, c'est la diversité. L'industrie, c'est au contraire l'uniformisation. Donc là, tout d'un coup, avec les cantines, on a quelque chose qui a l'air petit et qui va remettre en cause le système. Imaginez une seconde que toute la restauration collective qu'il y a sur notre territoire se mette au bio, au local et au fait maison. Et quand je dis, c'est pas seulement les écoles, c'est pas seulement les collèges, c'est pas seulement les lycées, les restaurants d'entreprise aussi. C'est les restaurants d'entreprise, c'est les EHPAD, c'est énorme. D'un point de vue économique, c'est colossal. Si on passe tout à ce mode de fonctionnement qui est basé sur la diversité, qui est basé sur la coopération, encore un gros mot, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des gens qui appliquent des ordres et qui mettent qui ouvrent les sachets, comme ça nous a été expliqué, pour simplement mélanger, on a des gens qui font réellement de la cuisine. Et là, tout d'un coup, tout est chamboulé. Tout le système agro-industriel français risque d'être... il va y avoir des résistances. Si on va vers l'essaimage, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des résistances. Oui, ils ne vont pas se laisser déposséder comme ça. Exactement. De leur, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans cette affaire. Donc, nous, on réfléchit à la santé des enfants, à l'environnement. À l'environnement, au bien vivre des équipes. Et... là aussi, c'est un truc extraordinaire. Moi, j'ai rencontré des gens en Dordogne qui arrivaient au travail avec la banane. Ils sont heureux de travailler ensemble et de faire des choses. Alors, est-ce qu'on doit faire contre, c'est-à-dire un système qui est mortifère, vous l'avez dit, ou alors est-ce qu'on peut aussi infiltrer la restauration collective et, dès l'intérieur, transformer les choses ? C'est exactement ce qui se fait. C'est-à-dire, à part ce projet-là, on ne combat pas frontalement en faisant des manifestations en disant à bas l'agro-industrie. On fait. En Dordogne, Jean-Marc le dit très bien, il fait en sorte que si tout d'un coup ça se développe, le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, qui est réellement mortifère, qui empoisonne nos enfants, qui empoisonne tout le monde, parce qu'on s'aperçoit que c'est même, y compris l'eau, on s'est rendu compte là qu'il y a un tiers de l'eau en France qui est polluée aux fongicides. Bon, un tiers, ça veut dire un tiers de la population, c'est énorme. Donc, si on fait autrement, et on est en train de prouver que c'est possible de faire autrement. Mais évidemment, il faut plus de paysans, et des vrais paysans, avec un vrai savoir-faire, et qu'il faut rémunérer correctement. Moi, j'ai été très impressionné en Dordogne, quand j'ai posé la question sur le prix, on a dit, ben non, il faut payer les paysans un vrai tarif. Et les producteurs participent à la fixation du prix. Ce n'est pas simplement un truc qui dit, comme la grande distribution, on vous donne ça et puis taisez-vous. Non, on fait ensemble. Et là, la coopération à tous les niveaux de la chaîne de mise en œuvre des choses, c'est exceptionnel. Et du coup, on arrive au final avec des gens qui sont heureux pour quelles raisons ? Parce qu'il y a du sens. Parce que tout d'un coup, on sait pourquoi on fait les choses. Les gens que j'ai rencontrés me disent, on fait ça pour les enfants. Voilà. Et le politique, il peut se dire, je fais ça non seulement pour les enfants, mais pour les agriculteurs. Et tout d'un coup, on peut avoir ça a été dit tout à l'heure sur le fait que les enfants connaissent le cuisinier qui a réalisé les choses. Mais
ils peuvent aussi connaître le producteur. De temps en temps, le producteur, il peut venir parler de ce qu'il a. Et du coup, le gamin, il dit « Ah ouais, mais c'est mon papa qui a fait les carottes, là ». Donc, il y a quelque chose qui se passe, qui redonne de la vie, qui redonne du lien dans la population. Et c'est ça dont on a besoin. Et c'est ça que l'industrie nous enlève. C'est un hold-up. Ils nous piquent la relation humaine. Et ils veulent tout uniformiser. Et là, je pense qu'on enfonce un coin dans un système et que si ça se développe, ce que je, personnellement, comme vous le sentez, je souhaite, eh bien, c'est toute la machine qui peut être grippée. Et du coup, on a un autre projet de société. On n'a pas besoin, là encore, de le défendre avec des pancartes et de théoriser sur le type de société qu'on veut, une société conviviale, etc. Relire Ivan Illich et voir vers où on veut aller. Mais non, c'est quelque chose qui change par la réalisation concrète. Avec cette idée que ce n'est pas d'un côté l'agriculture, de l'autre côté l'alimentation, et puis d'un troisième côté la santé. Ça marche ensemble, c'est relié. Il faut avoir dans les administrations et donc dans les systèmes, les institutions politiques, il faut rassembler tout ça parce que ça va ensemble. Si on veut de la bonne santé, il faut qu'on mange correctement. Si on veut manger correctement, il faut que les paysans puissent cultiver correctement. Et du coup, la sécurité sociale de l'alimentation, ça a du sens. C'est-à-dire donner à la population la possibilité d'aller vers ça. Et si on va vers ça, si tout le monde a les moyens d'aller acheter, parce que ça sera fléché par le système vers de l'alimentation bio, non seulement on améliore la santé et la sécurité sociale, je peux vous dire qu'elle sera contente, le déficit de la Sécu, ça va tout d'un coup chuter. Si on va vers ça, eh bien, on va vers 1 million de paysans en plus, parce qu'on va vers des gens qui vont réellement travailler la terre avec leurs mains et qui vont, comme ça a été expliqué, qui vont prendre plus de temps. Alors pour ça, il faut une... Merci beaucoup. Il faut une volonté politique, vous l'avez dit, absolument déterminée, déterminante, et qui fait sauter aussi quelques verrous qui existent. On a parlé pas mal de la commande publique. On a parlé de la résistance de la restauration collective et des industriels de l'agroalimentaire en général. Donc comment on va faire sauter ces verrous-là ? Alors là, je peux vous parler d'une autre chose qui est, moi, c'est mon côté un peu philosophique là, mais je vais vous parler des imaginaires. C'est-à-dire qu'on est dans une société individualiste où l'imaginaire, c'est l'individu. Et on a... En matière d'alimentation, on a ce soir Olivier Rinlinger qui est parmi nous, merci d'être là. C'est la grande cuisine avec les étoiles, hein, ou avec les tocs, et on a une récompense. Et le chef étoilé, il va être l'individu qui va être glorifié, encensé. Et le client lui-même. Hein, on va être aux petits soins, il va payer beaucoup, mais on va s'occuper de lui, on va le chouchouter, etc. C'est un imaginaire de l'individu. L'imaginaire de la restauration collective et des cantines, si on fait un radio-trottoir, là, ou une interview des gens comme ça au pied levé dans la rue, c'est l'imaginaire de la grande bassine avec la grande louche. Voilà, c'est-à-dire c'est la masse indifférenciée. On est dans un imaginaire de l'uniformisation industrielle. Et qu'est-ce qu'on va proposer, nous, à la place? Qu'est-ce qu'il va y avoir là? Il faut changer d'imaginaire. Et on arrive sur un terrain qui est un imaginaire qui est complètement différent et qui a été balayé dans cette société alors qu'il existait avant. C'est l'imaginaire de la coopération. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que quand on coopère, quand on adresse la parole à son voisin, qu'on adresse la parole à une autre pratique professionnelle, etc., les gens peuvent coopérer ensemble. Et là, il y a des verrous qui lâchent. Parce que tout d'un coup, l'imaginaire social va pouvoir s'orienter vers autre chose que simplement la recherche du profit, la recherche de la satisfaction individuelle, etc. C'est-à-dire que tout d'un coup, les choses vont se faire autrement. Merci. Est-ce que vous avez des compléments? Mais on fera un petit tour de questions quand même de quelques minutes avant la deuxième table ronde. Hélène, je vous laisse compléter et préparer vos questions. Oui, je voudrais compléter quand même sur cette question d'imaginaire. Moi, je voulais témoigner d'un truc que j'ai vécu. En fait, moi, je suis une NIMA, ça veut dire une non issue du monde agricole. Alors, on s'est installé il y a 5 ans. Et quand je préparais mon projet, j'avais lu des bouquins de gens qui s'étaient installés en agriculture. Et ces gens-là disaient, oh là là, faire pousser des légumes, ça prend aux tripes, c'est incroyable. Et je me souviens très bien de la réaction que j'avais eue la première fois que j'ai lu ça, où je me suis dit, enfin bon, il ne faut quand même pas exagérer, c'est que des légumes.
Et je peux vraiment témoigner que d'année en année, c'est magique de faire pousser des légumes, c'est magique d'être au milieu de la nature, et ça prend vraiment aux tripes. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire visiter les lieux pour que les gens sentent ça. Et je pense que quand on vit ça, eh ben on mange différemment. Voilà, tout va. Enfin, il y a un fil qu'on tire et on voit la cuisine et l'alimentation d'une autre façon. Est-ce que vous avez des questions? Merci Hélène. Sur la question de l'essaimage, du passage à l'échelle. Oui, bonjour. Pascal Lachaud, membre cofondateur du collectif Les Pieds dans le Plat. Je voulais apporter un témoignage sur les questions de résilience et de semences paysannes. J'étais directeur du groupement de l'alimentation et de l'agriculture biologique des Hautes-Pyrénées. Il y a quelques années, on a conduit un travail qui s'est inscrit dans le temps, puisqu'on a réintroduit sur notre territoire des blés poulards avec le Centre régional d'expérimentation de l'agriculture biologique pour créer des pâtes alimentaires. Et aujourd'hui, il y a un atelier de pâtes alimentaires qui est né sur notre territoire et qui nourrit en partie les populations, puisqu'il n'y a que 30 tonnes de pâtes qui sortent. Mais je voudrais dire que l'intérêt, il est dans le cadre de la résilience et dans le cadre du dérèglement climatique très important. Pourquoi? Parce que ces blés ne peuvent pousser que sur des sols dits non trop fertiles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'amender les sols et que ça vient dans une succession de semis qui sont faits dans un cadre de rotation de culture. Ça, c'est le premier point. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'apporter des intrants comme le font les conventionnels sur les blés qui sont cotés en bourse aujourd'hui, et où ils arrivent en Picardie, par exemple, à faire 100 quintaux. Donc on arrive à 10 tonnes, minimum 10 tonnes hectares, à coût d'intrants qu'il aurait très faiblement payé, puisque c'est 80 € la tonne, je crois, au cours mondial, le blé. Ces blés poulards, ils ont été réintroduits, d'abord, pour faire un pied de nez à tous ceux qui nous disaient que c'était impossible dans les Pyrénées d'introduire des blés, parce qu'on disait le blé, il faut à tout prix que ce soit des blés durs. Or, votre climat ne correspond pas à ce type de blé. On a prouvé que les variétés anciennes, donc les semences paysannes de blé poulard, qui sont ni tendres ni dures, pouvaient être implantées sur nos sols. Premier acte. Deuxième acte, c'est la rémunération des paysans dont vous parliez, et j'y reviendrai ensuite. La SCIC qui a été montée, qui s'appelle l'Odyssée d'Engrain, qui est aux mains des paysans et des citoyens, qu'on a monté donc au sein du groupement bio qui a une dizaine d'années d'existence, elle rémunère à 600 € tonne le blé, et on sort 1,5 tonne sur chaque hectare. Vous voyez, donc on sort beaucoup moins de blé, donc on n'épuise pas les sols, mais en même temps, il y a une rémunération qui est vraiment assurée aux paysans, à contrario de celle qui est payée aux agriculteurs conventionnels, qui peuvent peut-être arriver à faire 100 quintaux ou pas. Là, il y a une rémunération qui est assurée de fait, puisqu'il y a on considère qu'il faut rémunérer correctement pour prolonger, faire en sorte que sur ce territoire, il y ait toujours une trentaine d'hectares de semences paysannes. Et ensuite, ces pâtes sont transformées dans un atelier qui a été construit par les paysans avec le soutien de la puissance publique et des dotations européennes. Mais en même temps, ces pâtes, il y a des salariés qui produisent ces pâtes, donc il y a des savoir-faire qui ont été cherchés, qu'on est allé chercher en Italie, puisqu'on n'avait pas le savoir-faire chez nous pour produire des pâtes. Voilà, je voulais apporter ce témoignage. Le deuxième aspect, pour rebondir sur ce que dit Serge, qui m'interpelle vraiment, le cadre de coopération, pour moi, il doit être complètement lié à ce qu'on qualifie, et j'ai travaillé avec Dominique Paturel, qui était au département de gestion de l'INRA Montpellier, c'est un cadre de démocratie alimentaire. C'est-à-dire qu'il faut au-delà du décloisonnement, on a besoin de se parler entre producteurs, citoyens, transformateurs, mais on a surtout besoin de considérer que ce n'est pas la carte bleue qui doit faire en sorte qu'on ait l'accessibilité à notre alimentation au quotidien, mais c'est bien le fait que demain, on pourrait espérer et concrétiser un droit universel à l'alimentation grâce à la sécurité sociale de l'alimentation pour faire en sorte qu'à chacun, selon ses besoins, avec ses moyens, et on reviendrait au principe fondateur de la sécurité sociale pour assurer un revenu permanent aux agriculteurs dans cette période de grands troubles climatiques et de troubles sociaux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce témoignage.
de l'assiette des enfants à la sécurité alimentaire. C'est un pas énorme. Je vous remercie à tous. On va enchaîner sur l'autre table ronde, la dernière table ronde, puisque la question est de... Merci à tous.